12 jours de guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Mais quelque chose s'est produit le premier jour de l'attaque contre l'Iran, et Donald Trump affirme encore qu'il ne sait pas si c'était les États-Unis ou quelqu'un d'autre. Il dit qu'il est en train d'évaluer cela. Pourtant, quelque chose d'étrange est sorti de l'administration Trump. Donald Trump lui-même a déclaré que beaucoup de gens possèdent ces missiles Tomahawk. Ils pourraient les utiliser. Il faisait référence à l'armée iranienne utilisant ces missiles Tomahawk contre une école primaire en Iran. Et voici ce que Michael Malouf, ancien analyste du Pentagone, a déclaré sur RT, Russia Today, à propos de ce qui s'est passé. Cela venait des États-Unis. Comme vous le soulignez, seuls 4 pays en dehors des États-Unis possèdent des Tomahawks. D'après ce que je comprends, cela provenait de navires américains et il s'agissait d'un double tir, au moins 2 missiles. L'un est tombé et a touché l'école. Les enfants, d'après ce que j'ai compris, étaient en train d'être précipités à l'intérieur. Les élèves survivants ont été déplacés vers une autre partie qui n'avait pas été bombardée, puis le second est tombé et a tué les enfants et le personnel restant. C'est donc une chose vraiment terrible. Et Trump est simplement dans le déni. Il doit reconnaître sa responsabilité. Oui. Quelle est ta compréhension de ce qui s'est passé? Et pourquoi cela s'est-il produit? Parce qu'encore aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Iran. Ce qui s'est passé le premier jour est tellement important, tellement influent. Tu sais, beaucoup de gens en parlent encore. C'était une telle tragédie quand on y repense. Eh bien, c'est une tragédie. C'est aussi un crime de guerre. Tout d'abord, il faut dire qu'aucune enquête publique n'a été menée par les États-Unis, donc nous opérons dans le vide. Je respecte M. Malouf et je suis d'accord avec lui, mais nous ne savons pas de quel navire le tir a été effectué. Nous ne savons pas quelle variante du Tomahawk a été utilisée. Mais encore une fois, d'un point de vue médico-légal, nous pouvons reconstituer une grande partie de cela. Les Iraniens ont fourni certaines informations et une partie d'entre elles prouve qu'il s'agissait d'un Tomahawk. Rappelez-vous, ce sont les images en provenance d'Iran qui montrent qu'il s'agissait d'un Tomahawk lors de la seconde attaque. Mais il faut préciser que toute conversation approfondie, ce qui, j'en suis sûr, est ce que vous souhaitez, va nécessiter une spéculation éclairée, le fait de relier les points entre eux. Maintenant, la bonne nouvelle, Nima, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui a été décoré 2 fois par le directeur de la CIA pour avoir su relier les points et décoré par le général Schwarzkopf pour la même raison. J'ai reçu beaucoup de distinctions pour ma capacité à relier les points. Je suis plutôt doué pour ça. Donc je suis prêt à me prêter à cet exercice avec vous. Mais je veux simplement que les gens comprennent que tant que nous n'aurons pas les rapports officiels, tant que nous ne disposerons pas de données concrètes, il y aura forcément beaucoup de spéculation. D'accord, nous savons que les États-Unis ont lancé un grand nombre de missiles de croisière Tomahawk le premier jour de l'attaque. Le nombre exact, encore une fois, n'a pas été communiqué par le Pentagone, à ma connaissance, ni les navires d'où ils ont été tirés. Mais, en gros, nous savons que la marine américaine utilise ce qu'on appelle le bloc FOF, la 4e génération du Tomahawk. Le bloc SAFE, qui est en cours de développement, a peut-être déjà été déployé dans certains cas, mais le bloc CAF reste le pilier de la flotte de Tomahawk. Et nous pouvons parler du Tomahawk en toute confiance, car nous avons la photographie, et le président a en quelque sorte laissé entendre qu'un Tomahawk était impliqué. Il dit simplement que cela pourrait provenir de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Japon ou d'autres nations qui possèdent ces armes, mais pas des États-Unis. Pourtant, cela vient des États-Unis.
Il n'y a littéralement aucun doute à ce sujet. Le Tomahawk Block Thoth est, disons, lancé depuis un destroyer Aegis de la classe Arleigh Burke ou d'une autre classe. Ce n'est pas depuis une salle de contrôle. Chaque missile peut être programmé, et en réalité, le bloc Thoth peut être programmé pour jusqu'à 15 missiles différents, parmi lesquels on peut faire un choix. L'autre aspect intéressant, c'est qu'on peut le rediriger si nécessaire. Disons que vous tirez et que vous devez le rediriger vers une autre cible plus prioritaire. Il y a un lien de communication et la salle de contrôle peut en fait les rediriger et tout cela. Mais, en gros, ils suivent un plan directeur. L'attaque initiale est une opération très soigneusement planifiée et tout repose sur la synchronisation avec la cible. Il ne faut pas la déclencher trop tôt et risquer de donner un avertissement, donc tout converge vers la frappe à peu près au même moment. On va lancer un navire ici, un autre là. Le navire le plus éloigné tirera en premier, puis ce sera ton tour. L'idée, c'est que tu atteignes ta cible en même temps que les avions arrivent et larguent leurs munitions à distance. Tout cela est donc une mise en scène soigneusement chorégraphiée. Les cibles sont choisies pour un effet maximal, le choc et l'effroi, les buts et les objectifs, si l'on veut réprimer ceci, cela et le reste. Donc, vous savez, toutes ces données doivent être prises en compte. Pourquoi puis-je en parler? Eh bien, j'ai aidé à planifier la campagne aérienne stratégique contre l'Irak. Et je sais intimement ce qui a été impliqué dans la frappe de la première nuit contre l'Irak lors de l'opération Tempête du désert. Et vous savez, les mêmes facteurs se répètent. On peut donc imaginer que même s'il y a eu des avancées technologiques, les mêmes concepts s'appliquent à celle-ci. En gros, un ensemble de cibles a été choisi, puis chaque cible a été sélectionnée. On assigne une arme à chaque cible en fonction des dégâts souhaités, de la disponibilité des armes, et ainsi de suite. Certaines seront frappées par des avions, d'autres par des missiles de croisière. C'est donc ce que vous faites. Maintenant, qu'est-ce qui entre dans cet ensemble de cibles? C'est là que les priorités de la campagne entrent en jeu. Nous savons deux choses. Le changement de régime faisait clairement partie des priorités, et la neutralisation des capacités iraniennes en missiles balistiques ou de croisière en est une autre. Je reçois des appels téléphoniques sans arrêt. J'essaye de rester calme. J'ai perdu mon sang-froid lors de ma dernière interview, alors j'essaie de garder mon calme cette fois. Ma femme m'a dit d'arrêter de faire des interviews parce que je m'implique trop émotionnellement. Mais, vous savez, quand on parle du meurtre de 176 enfants, comment ne pas être touché émotionnellement, surtout quand c'est votre propre pays qui a commis un massacre. Bref, revenons au ciblage. Maintenant, nous avons différents types de cibles. Normalement, ce qui se passe, c'est que vous avez des spécialistes du ciblage, des gens comme moi, qui sont assis derrière un bureau et passent la liste en revue. Il existe une base nationale de cibles. Tout ce qui existe dans le monde est ciblé par les États-Unis. Nous avons pris des photographies de tout. Chaque photo que nous prenons, chaque lieu, qu'il s'agisse d'un pont au Tadjikistan ou d'un entrepôt à Vladivostok, est dans la base de données. Et chaque image a un numéro de cible qui lui est attribué. Je pouvais m'asseoir là, du moins je pouvais le faire autrefois. Avant, je devais le faire sur microfiche. On plaçait la vieille microfiche, on faisait tout manuellement, on écrivait les notes à la main, puis on les imprimait et on assemblait le tout. Ensuite, nous avons eu des ordinateurs et tout a été informatisé. On pouvait taper des mots-clés et retrouver toutes ces informations. Mais c'est un travail difficile, car maintenant, il faut fouiller dedans, et bien souvent, tout n'a pas encore été numérisé. Donc même si tu obtiens la liste principale, tu dois aller consulter les microfiches, sortir le lecteur et te ruiner les yeux à les lire, ou bien les imprimer,
puis taper toi-même tes rapports. J'ai fait ça en 1985, quand nous avons passé en revue le plan de cible pour l'Iran, d'ailleurs, l'invasion de Bandar Abbas. J'ai parcouru toute la base de données des cibles, je les ai mises à jour, j'ai vérifié des choses du genre. Ce pont existe-t-il encore? Le pont a été construit en 1956. Eh bien, bon sang, on est en 1985. Tu penses que le pont est toujours là? A-t-il été remplacé? S'il a été remplacé, quel est le type de construction du pont? Faut-il modifier les paramètres de ciblage? Les routes ont-elles changé? Je veux dire, ce pont pouvait être stratégique en 56, mais peut-être qu'une route plus grande a été construite depuis et qu'il ne l'est plus. On peut vérifier. Il fallait tout passer en revue, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, tu sais, tu refais la même chose. Mais le point essentiel, c'est qu'il faut confirmer chaque cible, ce que c'est. Il faut confirmer de quoi elle est faite, parce que cela joue un rôle dans la manière dont on va la faire sauter. Et puis, il faut aussi examiner et se dire que, tu sais, en 1956, quand ce pont a été construit, il y avait un village ici, mais ce village a pu s'agrandir. Nous avions remarqué un taux d'expansion en 56. Peut-être que ce village s'est en fait développé autour du pont et qu'il y a maintenant une mosquée juste à côté du pont. Nous devrions peut-être examiner les images et les évaluer. Il faut donc le faire. Il faut aller sur le terrain et les mettre à jour. Il faut s'assurer que si nous faisons exploser quelque chose, il y a une raison à cela et que nous ne frappons pas par inadvertance une école, une mosquée, un hôpital ou quoi que ce soit de ce genre. C'est la loi de la guerre. La loi de la guerre l'exige. Les conventions de Genève de 1949 ainsi que le protocole additionnel de 1977 ont été intégrés dans le manuel du droit de la guerre du département de la Défense. Donc je n'invente rien, mesdames et messieurs. Lorsque vous prêtez serment de soutenir et de défendre la Constitution, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que vous parlez. La loi de la guerre. Vous parlez de l'état de droit. Et les professionnels de l'armée prennent ces choses très au sérieux, car c'est notre travail. Nous ne sommes pas là pour faire ce que Pete Hegseth appelle un meurtre. Nous sommes là pour défendre et protéger la Constitution. Et si notre commandant en chef nous donne l'ordre de partir en guerre, nous devons nous assurer que la guerre que nous menons, en plus d'être meurtrière, efficace et victorieuse, soit légale, morale et juste, autant qu'une guerre puisse jamais l'être. Vous tuez des gens. Vous savez, la loi de la guerre est une chose étrange, car elle crée en quelque sorte un cadre juridique pour commettre un meurtre. Mais c'est ce que dit la loi. Donc c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, quelqu'un est censé faire cela pour l'Iran. Mais comme je l'ai dit, la base de données sur laquelle je travaille pour le plan d'opération visant à entrer à Bandar Abbas était un plan de guerre qui existe depuis un certain temps. Il comportait un ensemble d'objectifs que je devais réviser, en retirer certains, en ajouter de nouveaux, ce genre de choses. Mais il y avait un ensemble d'objectifs. Ce plan de guerre, qui est exécuté contre l'Iran, est complètement différent. Il s'agit d'une campagne aérienne stratégique qui a littéralement été montée en janvier, parce que nous savons que le plan de guerre du 17 janvier, quand Donald Trump disait « l'aide est en route », c'est à ce moment-là qu'il a pris forme. Il y avait un plan de guerre, mais c'était un plan de guerre visant un changement de régime. Et il a été arrêté parce que le Pentagone a dit « et les missiles, si nous bombardons le régime et qu'il commence à lancer des missiles, nous n'avons pas ici une capacité de défense suffisante. Il faut neutraliser cela. On ne peut pas les laisser tirer des missiles à volonté. C'est pour cela qu'ils ont interrompu l'action en janvier. C'est pour cela que nous avons déployé toutes ces défenses aériennes, tous les systèmes THAAD, les Patriots. Nous avons renforcé la position. Et ensuite, sous ce parapluie de protection perçue, nous avons fait affluer la puissance militaire.
Et cette puissance militaire a dicté le plan. Nous avions des navires qui arrivaient, des avions qui arrivaient, et à ce moment-là, ils ont dit « Voici les ressources dont nous disposons ». Donnons-leur des cibles. Et ils ont commencé à inventer les cibles parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire cette opération nationale de suppression. Maintenant, ils fabriquent les cibles. C'est un plan de guerre monté très rapidement. C'est pas grave, parce que c'est ce que font les officiers du renseignement. C'est notre travail. C'est pour ça qu'on est gros, qu'on mange des beignets et qu'on porte des lunettes. On reste assis derrière un bureau, on observe des choses et on prend des décisions. Certains d'entre nous sont sur le terrain et deviennent un peu plus affûtés et coriaces. Mais dans l'ensemble, les officiers du renseignement, nous ne menons pas une vie glamour. Ce n'est pas James Bond. Cela veut dire rester derrière un bureau, évaluer des données, les passer en revue. Mais nous ne faisons plus ça aujourd'hui. Tu vois, le travail que je faisais avant, ils l'ont rationalisé. Maintenant, on utilise l'intelligence artificielle pour le ciblage. Et je déteste ce terme, intelligence artificielle, parce qu'il n'y a rien d'intelligent là-dedans. C'est essentiellement basé sur des paramètres. On lui dit « Parcours cette base de données ». Tu te souviens de cette base de données dont je parlais, toutes ces choses? Tout est ciblé, tout est là, avec les dimensions et tout le reste. Alors maintenant, quelqu'un dit « On est censé bombarder des installations que le commandement des gardiens de la Révolution pourrait utiliser pour dissimuler des missiles, des dépôts de missiles, et ainsi de suite. » Alors tu regardes l'installation navale de Manab. Elle contient des entrepôts. Il y a des bâtiments là-dedans. Alors ils s'installent et disent « D'accord, voici les dimensions de la structure que nous cherchons. Temps par temps, génère une liste d'objectifs comprenant toutes les structures qui répondent à ces critères. » Et l'intelligence artificielle le fait. Bon, c'est acceptable. Je veux dire, c'est une bonne façon de lancer le processus. Si on veut faire ça, très bien. Mais je voudrais quand même vérifier, parce que, vous savez, j'ai confiance dans le cerveau humain. Et je suis le genre de type qui pense qu'il y a toujours une pépite qui passe inaperçue. La cible la plus importante n'est pas celle qui saute aux yeux. Et si je passe assez de temps à la table blanche à examiner une photo, je finirai par me dire, voilà la vraie cible. L'IA ne peut pas te donner ça. Ce cerveau le peut, parce que moi je réfléchis. Donc je voudrais quand même le nettoyer, mais c'est une bonne façon de commencer. Tu commences avec ça. La base de Manab était autrefois une grande base, toute la base. Et donc, dans la base de données, l'IA, au lieu de discriminer, ce que tu sais, le cerveau humain ferait, dit, eh bien, mince, tu me tires un ensemble de données de 2005. Et à cette époque, Manab était une immense base navale des gardiens de la Révolution. Mais nous savons qu'en 2013, ils ont découpé cette section. Ils l'ont découpée. Et je vais te dire autre chose. Nous faisions tourner un programme, ou nous faisions tourner un programme autrefois. Je ne sais même plus sur quoi nous en sommes maintenant. Mais vous savez, chaque Iranien qui quitte l'Iran pour aller à Dubaï et se livre à la contrebande est interrogé par la CIA. Il y a une présence de la CIA là-bas, à Abu Dhabi, et dans tous ces endroits. Et nous avons parlé à tout le monde. Que devient ce gamin, le Basij, qui rejoint le commandement des gardiens de la Révolution? Il est affecté à Manab, fait ses 2 ans de service, puis il en sort et trouve un emploi sur un bateau de pêche, un dhow, et commence à transporter des marchandises entre Abu Dhabi et ailleurs. Maintenant, il revient et on le surprend en train d'acheter de l'herbe parce que, vous savez, les Iraniens sont humains. Donc il est là, en train de fumer, et les locaux l'ont attrapé. Alors on s'assoit et on lui dit « Hey, ce qu'on veut savoir de toi, qui étais-tu » ? « J'étais ceci, j'étais simple soldat. » « Ah, donc tu étais à Manab ?» « Oui. Voici une carte.
parle-nous de Manab. Et il s'assoit là et nous montre tout. Nous disons, d'accord, ce que tu fais, c'est que quand tu y retourneras, parle simplement aux gens et essaye d'obtenir une mise à jour. Va voir tes amis qui sont encore là-bas, puis reviens et nous ferons un rapport. Et ils le font. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que ces dossiers cibles dont j'ai parlé sont continuellement mis à jour grâce aux renseignements humains ou à l'imagerie. Nous avons des analystes d'images qui les examinent à plusieurs reprises et disent « Ah, Manab s'est agrandi ici, a fait ceci, a ajouté cela. » Ensuite, cette évaluation d'imagerie est transmise aux spécialistes du renseignement humain qui s'assoient et parlent à la source. Et nous avons compris qu'un nouveau site a été construit à Manab. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Oui, et c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on élabore des dossiers de cible. Je ne sais pas si on le fait encore, parce que tu sais, c'est beaucoup de travail. Et beaucoup de gens pensaient que c'était juste du travail ingrat, parce qu'on n'allait jamais faire la guerre contre l'Iran. Alors pourquoi perdre autant de temps à rassembler des informations sur les cibles en Iran? Mais on le faisait avant. C'était une pratique courante. Le fait est qu'il y a beaucoup de données là-dedans. Mais à moins que l'IA ne soit intégrée à ce processus, peut-être que le système d'IA n'y a pas accès. Parce que le renseignement humain, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec tout le monde. C'est compartimenté. C'est compartimenté. Et certains renseignements d'imagerie sensibles, certains SIGINT sensibles, sont compartimentés. Donc si je fais un survol général, un top secret de base, cela signifie que c'est top secret parce que nous allons frapper, mais que nous ne parlons que d'informations de niveau secret. Pas de si, pas d'accès spécial, juste un nettoyage de base des informations secrètes. C'est de l'analyse d'imagerie de base, à l'ancienne, rien de sophistiqué. Donc, cela va produire la carte la plus ancienne possible. Elle n'a pas toutes les mises à jour du renseignement humain. Elle n'a pas les mises à jour SIGINT qui indiquent les fréquences utilisées sur place ou qui te donnent un ordre de bataille. Tu sais, nous avons intercepté cette fréquence. Voici les unités rattachées. Ça, c'est ici et ça, c'est là. Boum, boum. Celui-ci a été déplacé ici, celui-là a été déplacé là-bas. Ce bâtiment est maintenant vide. Vous savez, celui-ci a été transformé en hôpital et celui-là en école. Nous n'avons pas cela parce que c'est sensible. Vous effectuez simplement une analyse de renseignement à grande échelle des données. Alors maintenant, vous générez, disons, Manab, et les preuves indiquent qu'il y avait 1, 2, 3, 4 cibles d'intérêt identifiées à Manab. Cela signifie que 4 bâtiments d'une taille spécifique, jugés utilisables par les Iraniens pour dissimuler des missiles de croisière, des drones ou autres, s'y trouvent. Nous allons donc frapper ces 4 bâtiments. Nous avions autrefois quelque chose. En 2023, l'administration de Joe Biden a approuvé une directive visant à créer ce qu'on appelait l'équipe de ressources pour la réduction et l'atténuation des dommages civils. Leur mission consistait à travailler avec les commandements pendant qu'ils élaboraient des plans d'action et des listes de cibles. Ils passaient en revue les cibles et évaluaient chacune d'elles pour s'assurer qu'elles correspondaient bien à ce qu'elles devaient être. Qu'elles n'étaient pas à côté d'une école, qu'elles n'étaient pas une école, qu'elles n'étaient pas une mosquée. C'était leur travail. Maintenant, c'est contraignant. Je peux comprendre que si vous êtes un combattant qui veut bombarder et qu'un type comme Scott Ritter débarque soudainement en disant « Hey, il y a une mosquée de l'autre côté de la route. Quelles munitions comptes-tu larguer là-dessus ?» Cela puisse être frustrant. Une bombe de 900 kilos ne va pas suffire. Si vous larguez une bombe de 900 kilos, vous allez provoquer des dommages collatéraux et la loi nous interdit de faire quoi que ce soit contre cette mosquée. Eh bien ça, ils n'aiment pas l'entendre. C'est contraignant. Cela limite la capacité de l'armée à être létale. Non, ça s'appelle l'état de droit, la Constitution. C'est une chose, si vous y croyez. Eh bien, Pete Hegseth arrive.
Maintenant, il est secrétaire à la guerre. Et il dit, je supprime tout ça. Je m'en débarrasse. Il a annulé cette directive. Il n'y a plus d'équipe de réduction des dommages civils. Il n'y a plus d'examen des cibles. Nous sommes sans règles. Et il l'a dit, plus de règles d'engagement. Plus de règles d'engagement contraignantes. Nous sommes une force de létalité maximale. Létalité maximale. Alors maintenant, l'une des seules équipes qui aurait pu venir et inspecter les entrepôts, d'accord. Le troisième que vous voulez vérifier, c'est un hôpital, les gars. Nous ne bombardons pas les hôpitaux. Oh, et ce truc là-haut, c'est une école. Nous le savons depuis 2016. C'est un lycée pour filles. Nous avons beaucoup de rapports à ce sujet. Un homme est venu sur un boutre et nous a dit qu'ils avaient délimité cette zone et sa fille fréquente en fait cette école. Il a donné les noms des professeurs et tout. Nous avons tout cela dans un rapport. Cette équipe a été supprimée. Maintenant, nous n'avons plus 4 cibles. Et donc, nous arrivons au premier jour de la guerre et nous avons un destroyer de classe Harley là-haut et il participe. Donc, il a reçu sa mission et il est capable de tirer plusieurs salves, ce qui lui permet d'accomplir plusieurs tâches. Mais il y a une équipe à l'intérieur qui a été chargée de surveiller l'attaque sur Manab, et c'est elle qui va tirer les munitions nécessaires. Il y a donc 4 cibles, il faut 4 points d'impact. Mais voici le problème. Maintenant, c'est un chiffre classifié, donc je vais en inventer un, car je n'ai pas le droit d'en parler. Nous savons que le Tomahawk ne fonctionne pas un certain pourcentage du temps. Nous le savons depuis la guerre du Golfe. Beaucoup de données sur la manière dont nous avons mené cette guerre ont été déclassifiées. Ce qu'ils ne vous diront pas, c'est le taux d'échec du Tomahawk. Ils ne veulent pas que personne le sache. Mais nous avons une idée approximative, car nous avons tiré une 60aine de Tomahawk contre la Syrie. Vous vous souvenez, en 2017, Donald Trump? Et nous savons que, je crois, 21 d'entre eux n'ont pas fonctionné. Cela fait environ un tiers de défaillance. Maintenant, je ne dis pas que cela a un lien avec la guerre du Golfe. Je n'ai pas le droit de le dire. Je dis simplement qu'en Syrie, environ 1 sur 3 n'a pas fonctionné. C'est beaucoup. Mais, pour vous donner une idée de ce que pense l'armée, encore une fois, je ne fais qu'utiliser des données ici, les gars. Il y avait 4 cibles, et ils ont tiré 5 missiles. Pourquoi tirer 5 missiles? Parce qu'on s'attend à ce que 1 sur 4 ne fonctionne pas. Cela représente environ 25% d'échecs. Je ne dis pas que c'est le chiffre exact. Je dis simplement que c'est ce qui semble se passer ici. Donc, on lance 4 missiles de croisière vers la cible. Chacun a un objectif précis. Le 5e, un bloc FAF, a la capacité de survoler le site et de prendre des images qu'il renvoie au navire afin qu'il puisse suivre l'évaluation des dégâts. L'idée est de frapper toutes ces cibles, de les neutraliser, tout en anticipant la possibilité qu'un missile sur 4 échoue. Le 5e est donc là en réserve pour observer. Si tu rates, il peut réattaquer. Donc les 4 premiers arrivent, bam bam, frappent les 2 entrepôts, ils font des trous. Rien. Aucune explosion secondaire. Rien. C'est vide parce que, bon, Manav ne fonctionne plus depuis un moment. On le savait grâce au rapport des défecteurs et tout, mais l'ordinateur ne le savait pas, parce que c'est une IA, et on n'avait pas d'équipe civile d'évaluation qui aurait pu le confirmer. Je veux dire, si j'avais fait partie de cette équipe, j'aurais dit, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit là-dedans, mais il pourrait y en avoir, c'est une cible militaire. Donc ce sont de bonnes cibles. Frappez-les. Les 2 premières cibles sont de bonnes cibles. Vous avez le droit de les frapper. Aucun problème. Le 3e, c'est un hôpital. Nous avons percé un trou dans l'hôpital et de la fumée en sort. Alors je dirais, eh bien, on l'a touché. Il y a de la fumée. Bonne retombée secondaire. Mission accomplie. Maintenant,
Si j'avais fait partie de l'équipe d'atténuation, j'aurais dit « Vous venez de commettre un crime de guerre parce que vous avez frappé un hôpital. » Gardez cela à l'esprit. Nous avons commis un crime de guerre parce que nous avons frappé un hôpital. Mais ce n'est pas grave, oublions ça. Passons maintenant à l'autre. Il touche, nous obtenons un effondrement partiel. Mais maintenant, le missile vole autour. Il voit 2 trous sans fumée, il voit le 3e trou avec de la fumée et il regarde la 4e cible. Et qu'est-ce qu'il voit? Mouvement au sol. On observe beaucoup de mouvements au sol. Des gens à l'intérieur qui entrent dans un bâtiment, d'autres à l'extérieur qui se dirigent vers ce bâtiment. Et les gars sur le navire, eux, sont assis là. Leur travail, c'est de détruire. Alors ils se disent « D'accord, d'accord. Détruit, détruit, détruit. » Mouvement, des gens arrivent. Nous n'avons pas complètement neutralisé cette cible. On attaque. Alors le missile de croisière monte, monte, monte. Boum, il frappe la cible. La réattaque. Maintenant, ce qui est intéressant avec le bloc 4, c'est que l'ogive probablement utilisée est, j'ai oublié son nom exact, une munition à effet combiné. Elle est conçue pour percer le béton, puis exploser à l'intérieur et détruire ce qui s'y trouve. Donc, vous n'allez pas obtenir la bombe complète de 1000 livres, car ce n'est pas réellement une bombe de 1000 livres. Elle est plus petite. C'est une munition à effet combiné. L'autre particularité du bloc 4, cependant, c'est que lors des tests, ils se sont rendus compte qu'il restait beaucoup de carburant non explosé. C'est de l'énergie potentielle, car, encore une fois, il s'agit de munitions. Ils l'ont donc conçu de manière à pouvoir convertir ce carburant non utilisé en une explosion fuel-air, produisant un effet thermique supplémentaire sur la cible. Ainsi, elle est descendue, a traversé tout le bâtiment où les gens entraient, et vous obtenez l'explosion à effet combiné, explosion de fragmentation, explosion explosive. Mais en plus de cela, il y a un petit effet thermobarique qui se déclenche, brûlant tout à l'intérieur. Et bien sûr, il frappe, et c'est fini, 4 sur 4. Beau travail. Le problème, c'est que la dernière cible était une école. Le premier missile de croisière qui a frappé a fait s'effondrer certaines structures liées au fonctionnement de l'école. Les enseignants et les élèves survivants, beaucoup ont survécu. Il y a eu des victimes lors de la frappe initiale, mais beaucoup ont survécu. Étaient conduits vers le dernier endroit encore sûr. C'est un peu comme lors d'une fusillade dans une école. On emmène les enfants à la cafétéria. On emmène les enfants à la bibliothèque. On emmène les enfants à l'endroit sûr, l'endroit où ils sont censés être en sécurité. S'il y a une tornade, emmenez-les au gymnase. Eh bien, l'endroit le plus sûr dans cette structure, c'était la salle de prière. Emmenez les enfants à la salle de prière. Alors ils les évacuent. Les enfants arrivent, les enseignants les amènent, essayant de les calmer. Ils appellent aussi les parents, disant « Hey, il s'est passé quelque chose ici. Vous devez venir chercher vos enfants. » Alors les parents commencent à arriver. C'est ce mouvement que le missile de croisière voit, ce que les hommes sur le navire voient. Ils voient les enseignants emmener les enfants dans la salle de prière, les premiers secours arriver, les parents commencer à venir chercher leurs enfants. Mais ils ont tout de même ordonné une nouvelle attaque. Si vous lisez les témoignages venant d'Iran, ils en parlent. Un parent a dit « Je n'ai pu reconnaître mon enfant qu'à son sac à dos, parce que ce qu'il restait de mon enfant, c'était rien, des cendres, brûlées, incinérées. C'est l'effet thermobarique. Ils n'ont pu reconnaître l'enfant qu'à cause du sac à dos. D'autres parents ont parlé de la même chose, de l'horreur qu'ils ont vécue là-bas avec leurs enfants morts. C'est une chose de sortir un corps sans vie des décombres. C'en est une autre de n'avoir plus rien à cause de ce qui s'est passé. 176. Bien que je pense que le nombre est encore augmenté, peut-être jusqu'à 180, enfants innocents, âgés de 6 à 12 ans, assassinés. Et c'est bien de cela qu'il s'agit.
C'était un meurtre délibéré. Ce n'était pas un accident. Il n'y a pas d'accident en temps de guerre. J'essaye simplement de te dire, surtout que la manière d'éviter les accidents consiste à mettre en place des procédures, comme la création d'une équipe de réduction des dommages civils qui examine les cibles pour s'assurer qu'elles respectent le droit de la guerre, ce qui n'est pas facultatif. Le droit de la guerre est obligatoire. Si tu le désobéis, il existe effectivement une loi en vigueur aux États-Unis, la loi sur les crimes de guerre. Tu sais quelle est la peine pour avoir commis délibérément un crime de guerre? La mort. La mort. Donc si tu fais partie de l'armée américaine et que tu commets délibérément un crime de guerre, tu peux être condamné à mort. Et ce qui s'est passé à Manab est un crime de guerre, car il y a eu de nombreuses défaillances. Nous sommes censés être des professionnels de l'armée. Nous connaissons les lois. Nous n'avons pas le droit de bombarder des écoles. Nous n'avons pas le droit de bombarder des hôpitaux. Nous n'avons pas le droit de bombarder des mosquées. C'est assez clair et net. Nous avons donc un devoir et une responsabilité, en vertu du droit international, de faire le travail nécessaire, de nous assurer de ce qu'on appelle la distinction. Nous devons distinguer les cibles militaires des cibles civiles. C'est un devoir avant de bombarder, surtout dans un contexte planifié à l'avance où l'on dispose du temps nécessaire. C'est différent si l'on est sous le feu. Dans ce cas, il y a beaucoup plus de latitude. Si je suis sous le feu ennemi et que mes marines tombent, je riposte. Je n'ai pas le temps de rester là à faire une analyse complète de la cible. Je vais simplement éliminer la menace qui pèse sur mes marines. Donc, il y a une grande marge de manœuvre. Ils disent « Scott, tu as tiré sur une école. » Eh bien, bon sang, il y avait une mitrailleuse qui me tirait dessus depuis cette école. Par conséquent, elle a perdu son statut protégé. Vous savez, on en vient un peu à court-circuiter le système de contrôle et d'équilibre. Mais quand on mène une attaque planifiée à l'avance, sans menace imminente, on peut choisir l'heure et la date qu'on veut. Et c'est ce qui s'est passé le premier jour. Nous avons choisi l'heure et la date. Nous avons décidé d'attaquer cet endroit, à ce moment-là, à cette date, avec cette munition. Donc si vous allez faire cela, vous devez respecter le droit de la guerre. C'est impératif. Chaque fois que vous allez frapper une cible avec une munition, vous avez la responsabilité légale de vous assurer que cette cible est une cible militaire. Et une autre raison pour laquelle c'est important, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Vous devez vous assurer que la munition que vous utilisez est proportionnée à ce que vous espérez accomplir. Par exemple, nous avions ce bâtiment là-bas. Il ne nous serait pas permis d'y larguer une bombe nucléaire simplement pour détruire des missiles de croisière qui pourraient s'y trouver. Ce serait un usage disproportionné de la force. On ne pourrait probablement même pas y larguer une Moab. On ne veut pas y larguer une bombe de 900 kilos. Encore une fois, la proportionnalité. Donc on intervient avec un missile de croisière, muni d'une charge à effet combiné, conçu pour percer le toit et détruire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est proportionné à la menace, la loi de la guerre. Ils ont respecté cela. Mais ils n'ont pas fait le « mes chiens sont eux aussi contrariés par l'usage de missiles de croisière contre des enfants ». Mais ils n'ont pas respecté l'obligation de distinction. Ils ont choisi, parce que Pete Hixon disait que c'était trop contraignant. Les guerriers létaux ne font pas de distinction. Nous tuons. Je veux dire, littéralement. Il dit cela. Nous tuons. Nous sommes au maximum de la réflexion. Et ce n'est pour Fergie Reichenstein, pour réduction des dommages civils. C'est une couche supplémentaire qui a été ajoutée parce qu'après la guerre mondiale contre le terrorisme, les États-Unis ont constaté que même si la loi nous oblige à faire la distinction, de nombreux planificateurs militaires passaient souvent outre. Cette procédure supplémentaire a donc été mise en place
pour garantir le respect du droit de la guerre. Il existe désormais une directive qui impose de le faire, et des ressources sont allouées à cet effet. Mais Hegseth a supprimé cela. C'est donc un acte prémédité. Supprimer les contraintes, supprimer les procédures qui auraient permis d'éviter un crime. Vous savez, c'est un crime de guerre atroce commis par un secrétaire à la Défense. Je sais que les gens l'appellent le secrétaire à la guerre, mais ce n'est pas le cas. Le secrétaire à la Défense est un terme juridique. Il a commis un crime de guerre, et cela a été intentionnel. Nous savons qu'il voulait être aussi létal que possible, car il l'a dit lui-même. Il a facilité le crime en supprimant tous les mécanismes de contrôle qui auraient pu l'empêcher. Il a également échoué dans la manière dont il a géré le ciblage. Si vous allez sous-traiter à une plateforme civile d'intelligence artificielle, ce que nous avons fait, il doit y avoir une supervision. Vous ne pouvez pas simplement recevoir un paquet et dire « c'est bon ». Non, il faut faire preuve de diligence raisonnable. Il faut que quelqu'un passe en revue et s'assure que tout ce qui s'y trouve est solide. Ils ne l'ont pas fait. Pete Hegseth l'a fait. Il a rationalisé le meurtre. Et ensuite, l'armée américaine l'a exécuté. Chacun de ces enfants a été tué par la marine des États-Unis lors de cette opération. Et toutes les personnes impliquées dans cette chaîne de décision devraient être tenues pour responsables. Les gens demandent, eh bien, pourquoi les marins l'auraient-ils fait? Parce que vous avez un devoir moral, selon le droit de la guerre, avant d'appliquer des munitions sur une cible, de vous assurer que le droit de la guerre a été respecté. Si vous allez faire exploser une cible, vous avez le droit de demander « Est-ce que cela a été correctement vérifié? Vous m'avez remis un dossier complet, mais a-t-il réellement été examiné? » Et si vous êtes également un amiral ou un général et que vous savez que la directive a été annulée, vous avez le devoir et la responsabilité de dire « Je ne bombarderai pas cette cible tant que nous n'aurons pas effectué notre propre évaluation des risques pour les civils. » Je sais que vous avez annulé cette directive, mais cela ne remplace pas le manuel du droit de la guerre. Le manuel du droit de la guerre m'oblige à examiner cette cible. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont sauté cette étape. Donc ce n'est pas seulement Hegseth, c'est tout le monde dans la chaîne de destruction en dessous qui est coupable du meurtre de ses enfants. Il n'y a pas d'innocent ici. Nulle part. Encore une fois, vous êtes ce maître principal assis dans le destroyer Aegis, regardant les images transmises par le missile de croisière au-dessus, et vous voyez des gens se déplacer. Et l'officier de service dit « Réattaquez ». Vous répondez « Non, monsieur, je refuse d'obéir à cet ordre. Monsieur, nous ne savons pas qui sont ces gens. Nous ne savons pas ce qu'ils sont. Il pourrait s'agir de premiers intervenants qui arrivent. Nous n'avons aucune identification positive de ces personnes, et par conséquent, nous n'avons aucune autorité légale pour frapper cette cible. Nous ne pouvons pas frapper la cible. C'est la responsabilité légale. C'est ce qu'un guerrier moral ferait. Et l'officier, s'il était lui aussi moral et attentif, dirait « Vous avez tout à fait raison. Pas de réattaque. Quels sont les 15 objectifs là-dedans? Boum. Très bien. Envoyez ce missile de croisière sur, disons, la cible Alpha 01001 et terminez la mission là-bas. Et ensuite, vous dépensez cette munition sur une cible légitime et légale. Mais si vous êtes assis là, à regarder des corps arriver, vous devez vous arrêter. Arrêtez-vous et dites « Nous devons savoir qui sont ces personnes. Nous ne pouvons rien supposer ici. Nous devons savoir qui elles sont avant d'aller plus loin. » Les choses ont changé. Nous sommes passés de la destruction d'un bâtiment à la mise à mort de personnes. D'accord, nous avons fait un trou dans le bâtiment, mais maintenant il y a des gens qui s'y déplacent. Qui sont-ils? Que sont-ils? Que font-ils? Et nous devons confirmer qu'il s'agit bien d'une cible militaire légitime avant de frapper. Et les personnes à bord du destroyer, avec tout le respect que je leur dois,
J'aimerais pouvoir vous traduire en cour martiale. J'aimerais vous avoir à la barre, car vous allez passer le reste de votre vie en prison. Il n'y a aucune défense possible pour ce que vous avez fait. Vous êtes des criminels de guerre. Et c'est pour cela que je dis à tous ceux qui servent actuellement dans l'armée américaine, vous feriez bien de commencer à vous regarder dans le miroir, car un jour, vous aurez mon âge. En ce moment, vous avez la vingtaine ou la trentaine. Vous êtes fort et plein de vigueur, et vous vous dites, je suis un guerrier, je suis dur. J'ai été à votre place. J'ai vécu ça, j'en ai le souvenir, les gars. Je sais de quoi je parle. Un jour, vous aurez mon âge, vous vous regarderez dans le miroir et vous repenserez à ce que vous avez fait de votre vie. Et chacun d'entre vous est responsable de la mort de ces plus de 180 enfants. C'est sur vous que ça repose. Vous les avez tués. Et maintenant, vous devez vous regarder dans le miroir et dire « Je suis un meurtrier », parce que c'est ce que vous êtes. Et cela vous hantera pour le reste de votre vie. Tu n'as rien fait pour l'arrêter. Rien. Moi, je le fais. Je me regarde dans le miroir et je pense aux plus de 400 personnes dont je suis responsable de la mort à Amaria, parce que je faisais partie de cette chaîne de destruction, l'abri anti-bombe d'Amaria. Mais je sais que je peux me retourner et dire que j'ai tout fait dans les règles. J'ai tout fait conformément à la loi. J'ai examiné l'interception Mark 14 qui était reliée au commandement et au contrôle présidentiel qui était lié au Scud. Et notre mission était d'empêcher les lancements de Scud. Nous faisions face à une urgence. Israël menaçait d'entrer en guerre si nous ne stoppions pas les lancements de Scud. Nous essayions d'interrompre la chaîne de décision du Scud. Et donc, les communications Mark 14 étaient reliées là. Vérifier, 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 invest. Et puis nous avons posé la question, y a-t-il des preuves que des gens entraient? Non, aucune. Il n'y avait aucune preuve que cet endroit servait d'abri anti-aérien. Oui, pendant la guerre du Golfe, pendant la guerre Iran-Irak, c'était le cas. Mais maintenant, cela semblait avoir été transformé en centre de commandement et de contrôle. Et nous avions toutes les raisons de le croire. Nous avons fait toutes les vérifications nécessaires et nous nous sommes trompés. Et cela me hantera pour toujours. Nous avions tort, mais nous n'avons pas commis de crime. Nous avons respecté le droit de la guerre. Nous avons fait tout ce que ce droit exigeait de nous. Et malheureusement, tragiquement, nous avons massacré beaucoup de gens. Et chaque jour, je me regarde dans le miroir, mais l'homme qui me regarde me dit « Tu as fait ton travail ». C'est pour cela que je suis tellement opposé à la guerre, parce que j'ai fait mon travail. Mal à tuer ces gens.